Bien, nous ouvrons nos travaux, si j'ose dire, et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au nom de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Vous savez que la France est représentée auprès de l'UNESCO par deux, je dirais, institutions. Il y a d'un côté l'ambassadeur de France, délégué permanent, qui a en charge la politique, la diplomatie, les relations entre les États. Et de l'autre côté, depuis 1946, il y a une commission nationale qui, elle, assume, je dirais, le travail intellectuel, programmatique, l'évaluation, la proposition, la programmation. Donc ce sont les deux roues, je dirais, d'un attelage qui fonctionne, parfois de façon un peu contradictoire dans le passé, mais qui, depuis que Philippe Lalliot, délégué permanent de la France et ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, a pris ses fonctions, et depuis que nous constituons avec David Fajol la nouvelle équipe en charge de la Commission nationale française pour l'UNESCO, travaille dans une étroite synthèse, une étroite symbiose et avec en confiance l'un l'autre. Donc la Maison France au sein de l'UNESCO est maintenant réunifiée et elle repose sur ces deux structures qui travaillent de façon étroite et confiante. Bien sûr, mes premiers mots vont au Centre national du cinéma, puisque cette table ronde a été organisée, je dirais, en étroite coopération avec le CNC. Bien sûr, je salue Frédéric Bredin, que je connais bien, qui n'a pas pu se libérer pour cet après-midi. Et bien sûr, Christophe Tardieu, qui devait être là aussi et qui malheureusement a dû se rendre à, je dirais, une réunion impérative. Mais nous avons la chance que le CNC soit représenté par Pierre-Emmanuel Le Cerf, qui est à mes côtés, et par Marianne Slott. Et je leur dis à tous deux de bien transmettre à Frédéric toute notre amitié et toute notre reconnaissance. Je salue aussi les représentants du ministère de la Culture et de la Communication qui sont à nos côtés dans le développement des activités dont on va vous parler. Je salue les délégués permanents, les ambassadeurs qui sont ici présents. Je rends hommage à Frédéric Vidal, qui est le directeur général des prix Henri Langlois. Vous savez qu'après cette table ronde, vous pourrez tous accéder à la salle 1 au rez-de-chaussée, où seront remis les prix Henri Langlois à un certain nombre de personnalités du cinéma. Vous voyez que le cinéma était au cœur de la préparation de cet après-midi. Et on va vous en donner les raisons. Voilà. Je salue vous tous les participants qui êtes venus. Je remercie tous les intervenants de la table ronde, dont certains sont venus de pays européens. Et puis, merci au service de l'UNESCO qui nous accompagnent et nous soutiennent. Alors, je voudrais, indépendamment de ces remerciements, saluer donc le secrétaire général de la Commission, qui est David Fajol, qui a voulu cet événement, qui l'a pensé, qui l'a organisé, qui va l'animer tout à fait légitimement et qui est en tant que modérateur de cette table ronde et qui fait un travail tout à fait extraordinaire pour notre commission, pour remettre cette commission un peu au cœur de l'influence intellectuelle et scientifique de la France au sein de cette organisation internationale. Bien. Notre table ronde est placée sous le thème de la diversité des expressions culturelles. Elle s'inscrit donc dans la célébration des 10 ans de la Convention de 2005. Excusez-moi. Elle s'inscrit dans ces 10 ans et elle a été ratifiée par 135 États, je crois. 135 États. Son appellation, c'est qu'elle porte sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les deux mots sont importants. Protection, c'est l'écho que nous aurons tout à l'heure avec la remise des prix Langlois qui symbolise en quelque sorte la préservation et la conservation du patrimoine cinématographique. Et puis, bien sûr, la promotion, c'est tout le rôle qu'assume le Centre national du cinéma, notamment dans la promotion du cinéma et dans son développement. Voilà. Alors, cette convention de 2005 dont on fête les 10 ans, elle peut apparaître un petit peu technique, un petit peu secondaire, un petit peu marginale, mais en réalité, quand on réfléchit, on se rend compte que l'environnement dans lequel elle s'inscrit aujourd'hui, les 10 ans, est un environnement qui légitime complètement cette convention. En effet, le monde dans lequel nous nous situons, par un terrorisme aveugle qui frappe non seulement les personnes et les tue,
mais qui frappe aussi les institutions culturelles, les équipements, les monuments, partout dans le monde. Encore tout récemment en Tunisie, et nous avons la chance d'avoir un homme de culture de la Tunisie présent à cette table ronde. Cette violence a pris, je dirais, le patrimoine culturel comme un otage. Et évidemment, elle vise, au travers de la destruction de ce patrimoine culturel, elle vise la destruction d'une identité et la capacité d'avoir un regard critique ou différent, nourri de l'ouverture aux autres et au monde. Donc cette convention qui a pour objectif d'assurer les échanges culturels, d'en assurer je dirais, la diversité, de faire coexister et cohabiter ensemble des cultures différentes, elle est exactement à l'opposé de ce qu'est la démarche des terroristes. Les terroristes sont, je dirais, les ennemis de cette convention, parce que cette convention prône exactement le contraire de ce que veulent ces terroristes. Protéger, promouvoir, diversifier, ouvrir, coopérer, échanger, ce sont tous les vocables qui sont constitutifs de la vocation de cette convention. C'est pourquoi nous avons choisi de nous concentrer pour les 10 ans sur cette convention et d'en faire un des axes majeurs de notre programme d'activité de la Commission pour l'année 2015. Alors, je ne parle pas de la table ronde qui va commencer, donc je n'ai pas de raison de décrire. Il y a la célébration des 10 ans de la fondation des prix Henri Langlois, mais nous avons organisé 2 autres événements qui prendront place dans l'année 2015 et qui sont concentrés sur la question de la diversité des expressions culturelles. Le 8 juin prochain, et vous êtes tous invités, nous chercherons à comprendre l'impact des moteurs de recommandation et des réseaux sociaux sur les prescriptions culturelles. Comment, quand nous consommons en quelque sorte de l'audiovisuel, en particulier nous inscrivons dans les réseaux sociaux ou que simplement nous utilisons Internet pour commander, vous le savez, par des algorithmes sophistiqués, notre profil de consommateur est connu et entraîne automatiquement de la part des grands opérateurs, je dirais, une captation de vos goûts, de vos attentes, de vos intérêts, qui finissent par vous faire de vous, je dirais, un consommateur d'une offre culturelle préfigurée et préformée. Donc le 8 juin, on se concentrera sur ce sujet-là et je crois que ça sera, notamment avec la présence des grands opérateurs, je pense que ça sera une confrontation extrêmement intéressante. Le 2 octobre de cette année, alors nous réfléchirons sur quelque chose d'autre qu'on a appelé les outils du pluralisme, c'est-à-dire tout ce qui est le moyen de favoriser le dialogue et la rencontre. Alors, par exemple, tout ce que sont les meilleures pratiques, la médiation culturelle, la diversité linguistique, l'éducation artistique et culturelle, exactement, tout ce dont dispose chaque État, en quelque sorte, pour faire que ces outils du pluralisme soient renforcés, développés, protégés, préservés. Donc je pense que ça sera notamment les outils juridiques. Donc ça sera, je pense, une deuxième thématique, un deuxième éclairage sur la diversité des expressions culturelles qui va être très important. Ensuite, David va développer toute une série de séminaires qui exploreront des points beaucoup plus particuliers ou plus spécifiques de cette notion de diversité des expressions culturelles. Et en particulier, l'originalité de cette démarche sera de la faire en collaboration avec les centres culturels étrangers installés à Paris. Vous savez que Paris a le plus grand nombre de centres culturels étrangers implantés sur son territoire. Nous sommes le premier pays au monde par le nombre. Il y a à la fois des très grands instituts très connus, très anciens, qui ont, je dirais, sont les flambeaux en quelque sorte de cette présence. Mais il y a beaucoup d'États qui accèdent aujourd'hui à de véritables politiques culturelles, des engagements culturels qui ont ouvert. Et parfois, c'est un sacrifice financier non négligeable que d'avoir un centre culturel à Paris. Et pourtant, ils ont la foi du charbonnier, ils sont enthousiastes. Et nous avons pensé qu'il était bien que la Commission nationale française pour l'UNESCO passe des accords de collaboration et de coopération avec eux, en particulier avec la fédération, le forum qui les réunit, qui s'appelle le FICEP et qui est d'ailleurs actuellement présidé par l'ambassadeur du Luxembourg. Donc, au fur et à mesure, il y aura, je crois, 4 ou 5 manifestations dans le courant de l'année 2015 qui seront comme des zooms qui viendront compléter les 2 tables rondes dont on a parlé et la table ronde d'aujourd'hui. Donc, vous voyez un engagement solide de la Commission, très centré sur cette notion de diversité culturelle. D'abord parce que ça nous avait été demandé.
La France va développer certaines activités, mais on a pris un peu le relais de la France sur ce point-là. Et parce qu'en plus, l'actualité terrible, violente, que nous avons devant nous est exactement le contraire de cette convention. Et donc nous devons nous mobiliser pour cette convention, nous devons la défendre, nous devons l'enrichir. Je vous rappelle qu'elle porte la marque de la France. Elle n'est pas due qu'à la France, mais la France y a joué un rôle extrêmement important, s'inscrivant dans une tradition normative française considérable au sein de l'UNESCO. Nous avons repris ce flambeau-là. Et cette convention, même si elle appartient à tous, 135 États l'ont signée, est un peu notre bébé, le bébé de la France. Et nous devons donc veiller sur elle et lui donner, au-delà des questions d'exception culturelle, de négociation du traité transatlantique, au-delà d'une position conservatrice de défense de nos intérêts, notamment de l'industrie culturelle, il y a tout ce volet des politiques culturelles que les États développent, et notamment notre pays, au travers du cinéma, depuis très longtemps d'ailleurs, ces activités qui se développent pour maintenir la diversité des expressions culturelles. Cette expression est magnifique, diversité des expressions culturelles. Ce n'est pas la diversité culturelle, c'est la diversité des expressions. C'est-à-dire qu'elle fait appel à la création, elle fait appel à l'invention, elle fait appel à tout ce qu'il y a de, je dirais, de construction de l'avenir et d'une offre artistique, culturelle qu'il faut protéger, car elle est bien fragile, comme vous le savez. Voilà. J'en ai terminé avec mon introduction. Je vais passer la direction des débats à David Fajol. Je remercie tous les participants de la table ronde. Je ne vais malheureusement pas pouvoir tout suivre car je dois descendre en bas parce que nous avons la préparation des prix Henri Langlois qui va commencer bientôt. Et j'espère que ces débats seront fructueux, éclairants et qu'ils salueront en quelque sorte de noble façon l'anniversaire de ces 10 ans de la Convention de 2015. Merci, à bientôt. Merci Daniel. Comme vous êtes tous très nombreux, je ne ferai quasiment pas d'introduction. Je vais juste compléter les remerciements de Daniel, bien sûr, pour tous les intervenants. Vous avez été à la fois nombreux et vous nous avez dit oui très vite pour ce projet de table ronde. Pour le prix Henri Langlois, je voudrais également remercier Frédéric Vidal, Pierre-Henri Langlois, Stéphane Melcury, leur équipe, sans qui cette rencontre ne serait pas possible. Pour notre équipe, pour la Commission française pour l'UNESCO, je voudrais tout particulièrement remercier Catherine Gallo, Carole Godin, Alizé Coulet et l'ensemble de l'équipe pour leur soutien. Et bien sûr pour le CNC, Pierre-Emmanuel, avec qui on a concocté en quelque sorte cet événement il y a quelques semaines ou quelques mois. Michel Plazanet, Catherine Soury-Desrosiers, Aurore Jenkins et également Carole Beffa, qui est membre de notre commission, qui nous a aidé également à penser cet événement. Je me tourne tout de suite. Alors, je vais essayer d'être très sévère dans le temps de parole. On va essayer, pour garder un peu de temps d'échange avec le public, parce qu'on doit enchaîner après sur la cérémonie qui est à 20h. Le temps que tout le monde descende par les ascenseurs, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. Donc, je vous propose qu'on cible 7 à 8 minutes chacun pour un premier round, afin de laisser de la place à la discussion entre vous, puis avec le public. Alors, je me tourne tout de suite vers Pierre-Emmanuel Le Cerf. Alors, Pierre-Emmanuel, vous avez une double casquette. Vous êtes directeur des affaires juridiques et financières, d'une part, et également directeur des affaires européennes et internationales du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le CNC a bientôt 70 ans. Peut-être vous pouvez nous rappeler quelques fondamentaux du système français dans le domaine du soutien à la création cinématographique et pourquoi le CNC s'intéresse-t-il plus particulièrement à la diversité des expressions culturelles. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureux de faire partie de ce panel très prestigieux. La question qui est posée, à savoir le CNC à 70 ans, mais qu'est-ce qui, dans son histoire, fait qu'il résonne de thématiques qui sont aujourd'hui étonnamment modernes et qui se retrouvent d'ailleurs beaucoup dans la Convention UNESCO de protection de la diversité culturelle. Je dirais qu'il y a 3 jalons dans l'histoire du CNC qui illustrent cette modernité dans les principes fondamentaux qu'on retrouve aujourd'hui dans la Convention.
D'abord, le CNC, au départ, dans les années 30, c'est une idée qui vise à résoudre un problème franco-français qui est que les exploitants et les distributeurs ne s'entendent pas, se brouillent très souvent pour des sujets financiers de remontée des recettes. Ils ne se font pas confiance. Et donc, on décide de réguler le secteur avec un acteur, soit corporatiste, soit étatique, qui sera là pour mettre un peu d'ordre, puisque les distributeurs, par exemple, et les producteurs estiment que les exploitants ne font pas assez remonter de recettes. Donc ça, c'est un sujet franco-français. Mais le CNC n'est pas créé avant-guerre, il est créé après-guerre, et en fait, sur une autre idée qui est beaucoup plus internationale, qui est l'idée justement de la diversité culturelle. Le CNC est créé quelques mois après la signature d'un accord qu'on appelle l'accord Bloom-Burns entre le gouvernement français et le gouvernement américain, qui, en échange de la liquidation de la dette de guerre de l'État français et en échange d'une aide très importante des États-Unis, vise à libéraliser le secteur cinématographique français. Avant-guerre, il y avait un contingentement des importations, notamment de films américains, et après-guerre, il n'y a plus de contingentement, donc les barrières douanières, les barrières à l'entrée des films américains n'existent plus. Mais ça va beaucoup plus loin, cet accord. Cet accord dit, sur un trimestre, vous pourrez diffuser pendant 1 mois des films français. Ce qui revient étrangement, dans un pays comme la France, à contingenter sa propre production nationale. C'est-à-dire qu'après-guerre, alors que l'économie française est dévastée, alors que sa culture est mal au point, un accord international avec le gouvernement américain vise à restreindre la souveraineté culturelle de la France, puisqu'il n'y aura que 1 mois sur 3 où pourront être diffusées des œuvres françaises. C'est un sursaut national, l'accord sera d'ailleurs renégocié, et le CNC est créé. Et ça, c'est important quand on réfléchit à la Convention de 2005, c'est-à-dire la protection de la diversité culturelle, c'est aussi la protection de la souveraineté et de l'expression de sa propre culture. Et en France, dès 1946, on s'y intéresse. Ça, c'est le premier point, sur ce culturel, diversité culturelle. Deuxième point, 1959. Au départ, le CNC, il est envisagé comme un outil de politique industrielle, en fait. Il faut reconstruire la France, il faut lui garantir une certaine culture, mais il faut structurer la filière cinématographique, parce qu'à l'époque, c'est 400 000 emplois. Aujourd'hui, c'est 300 et quelques, mais à l'époque, c'est très, très important pour l'économie française. Puis petit à petit, on va se dire, mais ce n'est pas qu'une industrie, c'est aussi de la culture. Et en 1959, le CNC, qui était rattaché au ministère de l'Industrie, il va être rattaché au ministère de la Culture. Et ce rattachement est extrêmement symbolique pour dire que le cinéma, c'est un art comme les autres, un art noble, et il doit bénéficier d'une politique culturelle. Et ça se ressent aujourd'hui. Aujourd'hui, parmi le budget du CNC, sur les 700 millions d'aides que l'on a, il y a des aides qui ont une vocation économique, à financer de l'emploi, de la production en France, mais il y a aussi des aides pour des auteurs, pour le renouvellement des auteurs, pour des arts un peu particuliers qui ne trouveront pas tout de suite leur public. Donc il faut de l'aide publique pour que petit à petit, cette culture fasse son chemin. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les aides sélectives, et la plus emblématique d'entre elles, c'est l'avance sur recette pour les films français, et Marianne en parlera, pour les coproductions internationales, l'aide au cinéma du monde. Et ce n'est pas anodin si aujourd'hui on est le pays qui a le plus d'aides pour les cinémas étrangers via l'aide au cinéma du monde. Donc, importance du cinéma comme culture, importance du cinéma comme souveraineté nationale. Troisième aspect, les années 80 jusqu'à nos jours, c'est le tournant technologique et le tournant de la mondialisation. Le CNC, finalement, il vivait dans les années 50, 60, 70 sur des aides de plus en plus culturelles à une industrie qui se faisait essentiellement via des entrées en salle. Et puis arrive la télévision, puis arrive la vidéo, puis arrive l'Internet, de nouveaux marchés de diffusion, avec le risque à chaque fois que le cinéma et son modèle soient mis en péril, puisque de moins en moins de gens vont dans le cinéma. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va adapter le modèle du CNC par des financements nouveaux. C'est-à-dire qu'avant, le principe du CNC, c'est la diffusion, les marchés de la diffusion financent la création, c'est-à-dire les auteurs et les producteurs. Donc avant, c'était une taxe sur les billets d'entrée du cinéma qui finançait le CNC. Après, on va avoir une taxe sur les télévisions, puis une taxe sur les ventes de vidéos physiques, puis vidéo à la demande. Et puis après, on taxera l'Internet et ses abonnements, puisqu'on estime que quand quelqu'un s'abonne, ce n'est pas seulement pour faire des emails, c'est aussi pour voir du contenu audiovisuel et cinématographique. Donc ce tournant technologique, il a été fondamental pour que le système ne périclite pas. Donc un sujet extrêmement important pour nous aujourd'hui, je l'ai dit, c'est 1946, la protection de la souveraineté nationale, parce qu'il y a un besoin de diversité des expressions en France et dans le monde. Deuxièmement, il y a un besoin d'affirmer le cinéma comme un art et une culture à part entière, ce n'est pas seulement un divertissement. Troisièmement, il faut constamment adapter les modèles
en fonction des changements technologiques et de l'ouverture des frontières. Et notamment, aujourd'hui, se pose la question du numérique. On a beaucoup défendu le système français, son cinéma et les cinémas étrangers via, par exemple, des quotas à la télévision. C'est beaucoup plus difficile sur Internet. Donc, il faut constamment réfléchir à l'évolution des systèmes, en France comme à l'étranger. On parle beaucoup avec nos homologues, pour que cette diversité culturelle, dans cet océan qu'est l'Internet, qui est une opportunité formidable pour l'expression, mais qui est aussi un danger, puisse continuer à vivre. Merci Pierre-Emmanuel. Marianne Slott, vous êtes productrice française d'origine danoise et vous êtes aussi présidente de la commission de l'aide au cinéma du monde. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est, quelle est la nature de cette aide, comment elle fonctionne, quels sont ses axes prioritaires, comment vous sélectionnez aussi vos futurs bénéficiaires, si j'ose dire, et sans doute aussi on pourra aborder votre expérience de productrice par rapport à ce type de dispositif d'aide. Bonjour. Ça fait 2 ans que j'ai le plaisir et l'honneur, je dirais, de présider le cinéma du monde. Et j'ai vu passer un peu plus que 700 projets sur les 200, ce qui est évidemment énorme, venant de 116 ou 115 pays différents. Et alors, je peux vous assurer que le cinéma d'auteur international, il va très bien du côté artistique. Pardon. Le cinéma du monde, c'est un des fonds pour le cinéma d'auteur aujourd'hui le plus important et c'est un fonds qui est essentiel pour le sauvegarde de cinéma d'auteur aujourd'hui. C'est un fonds qui est doté d'un budget consécutif de 6 millions d'euros et qui nous permet de soutenir à peu près une 50aine de projets par an. Pour la plupart, c'est des longs métrages de fiction. Il y a aussi des documentaires et des films d'animation. Alors, vu le nombre de projets qui se présentent et les nouveaux artistiques, évidemment, on ne peut pas du tout honorer tout ce qu'il faut. Mais on a le dispositif de l'aide à la finition qui nous permet quand même de rattraper des œuvres après, qui peut se présenter voilà, pour une aide pour la finition de leur film. Alors, il y a la composition de la commission s'est fait. En fait, il est divisé en 2 collèges. Donc, la première collège pour le premier et le deuxième film, et après un deuxième collège pour les réalisateurs confirmés. Alors, donc, il a la présidente qui préside les 2 commissions. Il a après une vice-présidente pour chacun des collèges, avec 5 membres, évidemment aussi pour 5 collèges. Et ce qui est très bien sur le fond, en fait, c'est qu'il y a la composition est faite que de gens de la profession qui sont actifs. Et c'est-à-dire que c'est des gens qui sont voilà, dans le cinéma international et qui sont à vue sur l'ensemble de la production et qui savent dans quel contexte s'inscrit les œuvres. Donc voilà, qui se permet, voilà, je dirais, un travail quand même très sérieux de sélection voilà, de meilleurs cinéastes mondiaux. Alors sur les critères de la sélection, on est vraiment sur le critère d'abord de l'excellence artistique, vraiment sur un cinéma voilà, je dirais, de artistes qui souhaiteraient explorer les renouvelages de langage de cinéma, qui osent faire des propositions un peu différentes, qui sont de regards différents, etc. Pour l'instant, on est arrivé à faire notre sélection uniquement avec ce critère-là. C'est évident qu'on le fait, on a une grande importance de films qui viennent des territoires, on dirait, où la production cinématographique a des difficultés, où il y a peu ou pas de moyens de financement possibles. Et deuxièmement aussi, donc aussi personnellement, je m'engage beaucoup à faire très attention à les qualités pour l'homme-femme. Donc pour l'instant, malheureusement, il y a une très faible présentation de cinéastes, des réalisatrices. On est sur un niveau de sélectivité de 10% pour l'instant. C'est ce que personnellement je ne suis pas du tout contente. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur la dernière sélection qui nous était présentée, sur la première collège, donc sur le jeune réalisateur, on est déjà arrivé à 40%. Voilà. Ça, c'est une. Voilà.
Alors, je dirais, sur le fond cinéma du monde, évidemment, la chose le plus importante quand les gens se présentent, c'est évidemment la valeur monétaire, évidemment la faisabilité des films et c'est indépendant. Il y a... quand on regarde le plan de financement de 700 films qui se présentent, on se rend compte à tel point un fonds comme l'aide au cinéma du monde est essentiel pour les cinémas d'auteur ou pour les sauvegardes des cinémas d'auteur. Parce que, je dirais, sur les 700 films, il y a 500 qui demandent Arte, en sachant qu'Arte, il finance 12 films par an. Sur les cinémas du monde, on finance 50. Sur d'autres fonds, comme World Cinema Fund, dont vous avez entendu parler après, le nombre est un peu moins important, mais dans l'ensemble, on s'est rendu compte que il est essentiel de sauvegarder ce fonds-là parce que la crise, pas seulement la crise, mais évidemment aussi la manque de financement sur un grand nombre de territoires fait que si on n'est pas là, il y a la diversité culturelle internationale va en souffrir. Voilà. Je pense qu'il y a, il y a évidemment aussi la valeur non monétaire qui est très importante. Et là, on parle évidemment de coopération internationale. C'est évidemment le critère des labels de qualité qui donne le cinéma du monde. C'est sûr que pour de jeunes cinéastes, pour des artistes exigeantes qui arrivent avec des projets il n'est pas évident de déclencher des financements quand on vient étant une cinéaste ou un artiste qui n'a pas de track record, comme on dit, pour prouver l'expérience comme artiste. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, je pense que Cinéma du Monde, c'est une label de qualité qui permet aux gens de se présenter vers des financiers sur leur territoire avec une autre assurance et étant aussi, comme je disais tout à l'heure, je suis productrice moi-même et c'est de l'expérience de très près d'un certain nombre de cas où on arrive, en arrivant avec la France derrière, avec les fonds de soutien et cette label de qualité, ça décroche très souvent des possibilités de financement qui ne sont pas forcément définies, qui ne sont pas forcément existantes, mais qui se créent par rapport à cet apport-là avec lesquels on vient. Et voilà. Donc c'est quand même une valeur non monétaire absolument essentielle. Après, je pense qu'il y a évidemment aussi toute la question de valeur. Les échéances de compétences est très important. C'est vrai que souvent aussi d'expérience sur des fois on arrive avec la collaboration des techniciens, des artistes, etc. Et cet échange-là peut être souvent aussi donné de valeurs éducatives assez importantes, c'est-à-dire aussi sur des territoires où il n'y a pas des écoles de cinéma, où il n'y a pas de moyen d'un apprentissage sur le métier. On peut en faire des échanges avec je dirais, de techniciens de qualité qui peuvent former des gens sur place. Alors, le contraire est aussi vrai. Des fois, c'est absolument extraordinaire de voir à quel point on est, quand on vient d'une structure et de production très confirmée, comment est-ce qu'on peut aussi trouver des solutions très différentes à la nôtre qui nous permet de produire autrement. Voilà, donc c'est des échanges qui sont très importants, je pense aussi. Très brièvement, juste une autre question sur l'échange. Il y a, quand on arrive avec les cinémas du monde, et le producteur français permet souvent aussi une accessibilité vers le marché international. Ça veut dire est-ce que le temps coûte? Non. Ah, d'accord. Je veux dire, ça veut dire parce qu'après, une chose, c'est de faire l'œuvre, et après, évidemment, c'est la question de le mettre sur le marché international et de les diffuser. Et là, je dirais la coopération entre, par exemple, des producteurs français qui s'investissent sur le projet international, ils sont des vecteurs pour la diffusion, c'est-à-dire ils les permettront d'aboutir d'une manière qu'on puisse les présenter. Et après, la France est aussi très connue d'avoir d'une sélection de vendeurs à l'international qui s'occupent du cinéma international très important. Voilà. Alors, juste pour finir, j'aimerais bien faire juste une petite expérience qui...
une petite expérience que j'en ai eue, qui n'est pas unique, qui reflète beaucoup des expériences que moi-même j'en ai eues sur le champ, je dirais, et d'autres producteurs aussi. J'ai eu en 80... dans les années 80, attends, je me souviens pas de l'année, en 2006, j'ai produit un film paraguayen. J'avais rencontré une jeune femme paraguayenne qui est arrivée, qui avait une proposition d'une œuvre de cinéma absolument très intéressant, qui était vraiment un film sur son peuple et sur sa culture. Et comme vous savez, sur le Paraguay, le cinéma n'existait pas, en fait. Il n'y avait aucun paysage cinématographique qui permettait de produire les films sur place. Et c'est vrai que l'apport qu'on a porté avec le Cinéma du Monde, avec World Cinema Fund, avec Arte, on a pu permettre à le film de se faire et faire l'ouverture d'une cinématographie d'un pays qui était quand même, c'était le premier film qui était produit après les 35 ans de dictature de Stroessner, où il avait l'identité culturelle, on avait souffert très sérieusement. Donc encore une fois, juste pour souligner vraiment dans le concret, je pense que la coopération internationale du cinéma est d'une extrême importance. Et voilà, je peux que dire que soutenez-le. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va avoir un point de comparaison avec d'autres fonds existants. Je vais passer tout de suite la parole à Vincenzo Bugno. Alors, Vincenzo, vous êtes plusieurs choses à la fois. Vous êtes scénariste et réalisateur de documentaires sur le cinéma. Vous l'avez été. Vous êtes aussi un Vénitien de Berlin. Et puis, vous êtes l'un des responsables, justement, à Berlin, d'un fonds qui s'appelle le World Cinema Fund, qui travaille avec la Berlinale également. Comment vous voyez la complémentarité des fonds existants, sachant qu'il y a votre fonds, il y a également le fonds Hubert Bals à Rotterdam, on pourrait citer également le Zerfond de Norvège, le Torino Film Lab. Voilà. Comment vous avez créé le World Cinema Fund, et comment vous vous positionnez sur ce type d'aide, sachant qu'il y a au moins 4 ou 5 fonds existants? Bon, merci. Alors, il faut dire aussi que je suis très timide. Je parle en français en public, mais j'espère que ça va aller. Et je suis aussi content que Marianne, à la fin de son discours, a parlé d'un film que moi, personnellement, j'adore, que c'est Amarca Paraguaya de Paz Encina, un film paraguayen que nous avons aussi soutenu, si je me souviens bien, dans les années 2006 ou 2007. Il s'agit alors, on a la possibilité de parler de la complémentarité entre le fonds en disant qu'il s'agit aussi d'un film qui, je crois, représente très bien l'identité, ou a représenté très bien l'identité artistique et culturelle de World Cinema Fund. Parce que nous, on veut soutenir un cinéma complètement aux antipodes de l'exotisme. Et je crois que Amarca Paraguaya, c'est un exemple parfait pour ce genre de cinéma. On veut soutenir un cinéma courageux, on veut soutenir un cinéma innovatif. Et Amarca, c'était vraiment pour nous un épisode très important pour construire, pour développer l'identité de World Cinema Fund. On avait la possibilité de travailler avec une réalisatrice formidable. Et aussi en essayant de trouver des films que ne pensent jamais au marché, parce que si on parle d'une identité artistique, on peut définir Amarca Paraguaya comme quelque chose de vraiment radical. Ce n'est pas vraiment de mainstream. Mais Amarca Paraguaya était un film a eu un succès, je crois, incroyable, a été invité par plus que 100 festivals. Alors, ce ne sont pas de complémentarité, il s'agit d'un exemple parfait, c'est exactement ce qu'on veut faire. Et voilà. Je suis aussi content que le monsieur au début de la table ronde a parlé de la beauté d'une phrase comme au service de la diversité des expressions culturelles et pas de la diversité culturelle, parce que c'est exactement ce qu'on veut faire, soutenir un cinéma authentique, soutenir un cinéma qui parle et développe une langue cinématographique particulière, locale, qui en même temps est locale, mais a la possibilité de
de rejoindre un public international. Nous avons un slogan chez le World Cinema Fund que peut-être on utilise toujours, mais c'est en anglais « The more local, the more international ». Parce qu'on est vraiment convaincu que si on développe un cinéma très local, on a la possibilité de rejoindre un public immense. Parce qu'il y a une authenticité que ce n'est pas tellement commune. Si on parle de World Cinema Fund, on travaille avec le World Cinema Fund. On a commencé l'activité du World Cinema Fund il y a 10 ans, officiellement à la fin de 2004. La grande différence entre nous et l'aide au cinéma du monde est que le World Cinema Fund est part d'un grand festival que c'est la Berlinale. On travaille d'une façon complètement indépendante. Je trouve aussi très important de dire que les films soutenus par le World Cinema Fund ne doivent pas être présentés pendant le festival de Berlin. Bon, il y a des choses pires. Si on a l'invitation de la part de la Berlinale, évidemment, il s'agit de quelque chose de très positif. Mais un producteur, un réalisateur n'est pas obligé à participer à la Berlinale. La grande différence entre nous et l'aide au cinéma du monde est aussi, je crois, au niveau budgétaire, parce que nous, on est une très petite institution. On travaille maintenant avec 500 000 euros chaque année. Ce n'est pas un grand budget, mais on a la possibilité de faire des choses. On a la possibilité de soutenir toutes les années plus de 10 films. Aussi maintenant, on a la possibilité d'offrir un financement supplémentaire parce qu'on développe maintenant, grâce aux aides de la communauté européenne, de Creative Europe, une nouvelle section de World Cinema Fund qui s'appelle World Cinema Fund Europe. On est un très petit groupe qui travaille avec le World Cinema Fund. On est une institution, je crois, légère, sans beaucoup de règles, sans beaucoup de dogmes. On a seulement un dogme pour nous fondamental, fondamentaliste, on peut presque dire, fondamentaliste tolérante. Parce que l'argent de World Cinema Fund doit être dépensé sans doute, sans exception, dans les pays, dans les régions d'origine de projet. Nous croyons qu'il s'agit d'une stratégie qui peut optimiser vraiment l'aide monétaire de World Cinema Fund et ça fonctionne très bien. Nous avons aussi, nous on soutient en même temps le cinéma documentaire, le cinéma de fiction. On ne fait pas une distinction entre le cinéma documentaire et le cinéma de fiction. On parle seulement de cinéma. On n'a pas tellement de projets de documentaires, on a beaucoup de projets de fiction, mais on est extrêmement ouvert aussi pour soutenir le cinéma des documentaires. Je veux dire aussi que si le World Cinema Fund existe, c'est au niveau de politique culturelle parce que on croit vraiment à la nécessité de soutenir un cinéma au dehors de l'Europe et de Hollywood, si on peut dire ça. Mais évidemment, on a aussi une grande passion cinéphile. Sans passion, le World Cinema Fund n'existerait pas. Et c'est aussi la raison parce qu'avant de déposer un dossier chez le World Cinema Fund, c'est vraiment très important de parler avec nous. Nous, on veut parler du cinéma. Alors, déposer un dossier, ce n'est pas seulement un truc, une opération bureaucratique, c'est vraiment... On était vraiment heureux si on aurait toujours la possibilité de parler du cinéma. Alors, il faut parler avec nous de l'identité artistique, culturelle d'un projet, en essayant de parler vraiment des choses qui sont part du cinéma. On veut parler des caméras, on veut parler de lumière, on veut parler de montage, on veut parler de ce genre de choses. Et pour retourner à la première question de David, oui, évidemment, la
la complémentarité entre le World Cinema Fund et l'autre fonds qui travaille dans ce secteur est extrêmement important parce qu'on a fait beaucoup déjà, plusieurs films. Alors, je crois que l'histoire de la coopération dans le monde du cinéma est faite aussi, a été possible, été rendu possible aussi grâce à la complémentarité entre les fonds. On a développé plusieurs projets ensemble avec le Hubert Pals Film Fund qui est lié au festival de Rotterdam, une fois avec Fonds Schulz Cinéma, maintenant avec le Cinéma du Monde, ensemble avec une institution norvégienne qui s'appelle Fonds Sur, en norvégienne, et aussi avec une institution suisse qui s'appelle Vision Sud-Est. Alors, travailler ensemble, pour nous, c'est extrêmement important. Il y a une coopération officielle, mais il y a beaucoup de contacts. Et à la fin, je crois que pas toujours on parle une langue de cinéma, un idiome commun. Merci beaucoup. Ça marche, oui. Merci beaucoup. Je vois que l'heure avance et Loïc Magneron, je crois que vous devez partir très bientôt. Donc, je vous passe tout de suite la parole pour que vous nous donniez votre point de vue de distributeur. Oui, bonsoir. Oui, je suis désolé parce que j'ai un film qui sort après-demain en salle et c'est mon premier exercice comme distributeur. Mon métier premier, c'est l'exportation de films. Donc, je vais essayer de parler de la problématique entre la raison et la passion. Un exportateur de films, c'est d'exporter des films, de les vendre et de les faire circuler un peu partout dans le monde, d'amener une expertise à un producteur pour que ce film ait une vie commerciale sur les différents médias dans les différents pays respectifs. Et la grande difficulté, c'est que pour le cinéma d'auteur, si on parle de globalisation, la réalité, c'est que leur vie commerciale et leur promotion devient de plus en plus difficile face aux films commerciaux, aux studios américains, dû au fait à une nouvelle génération qui aujourd'hui va avoir 10 ou 12 ans, qui sont les spectateurs de demain et qui n'ont peut-être pas la même culture ou la même connaissance que leurs parents ou leurs grands-parents. Donc je pense que l'exportateur est face à cette réalité de marché. Dans la vie de ma société et mon parcours personnel, dans l'exportation, je me suis toujours battu pour les premiers films, beaucoup de films de femmes, beaucoup de films humanistes, politiquement incorrects, etc. etc. Et la vie de ces films a de plus en plus de difficultés, pas seulement à l'étranger, mais aussi en France. Regardez ce qu'il y a sur le service public, regardez sur la chaîne privée, etc. etc. Je ne vous apprends rien. Donc, en 2011, l'Europe se rendait compte qu'il y avait aussi un souci pour la commercialisation de ces films, qui souvent, effectivement, avaient un parcours formidable en festival, mais qui, en termes d'existence commerciale, ça devenait néant. Je n'ai pas tout à fait les chiffres, mais je crois qu'il y a quelques années, la France produisait peut-être plus de 200 films par an, ça c'est sûr, mais je crois qu'il y en avait moins de 50 qui étaient vendus dans plus de 10 pays. Ça, c'est une réalité de marché. Donc effectivement, créativité, production, formidable, puisque mon papa était réalisateur, donc je ne suis pas de ceux qui disent qu'il y a trop de films. Au contraire, je trouve que plus il y en aura, plus il y aura de créateurs, plus il y aura de diversité, et plus il y aura de bons films. Maintenant, la raison était qu'il fallait que je réfléchisse, et pas seulement, puisque la Communauté européenne, à l'époque, dans le cadre de Media Mundus, qui avait fait des appels à projets sous l'égide de la Convention de l'UNESCO, avait cherché des intervenants privés pour leur amener des idées, des modèles économiques qui pouvaient inciter à la commercialisation et la circulation des films, à la fois en Europe et hors Europe. Et à l'époque, dans le cadre de Media Mundus, c'était les films européens dans les territoires tiers et les films non européens en Europe. Et il fallait trouver un système pour les aider à circuler et à être commercialisés. Donc j'ai créé un label qui s'appelle Ion Film, et j'en suis très fier parce que l'idée était très basique, c'était comment on incite les distributeurs à acheter ces films, à les exposer, prendre le risque financier de les sortir en salle, et de créer une synergie entre différents professionnels, producteurs, distributeurs, exploitants, festivals, puisque effectivement il y a
un vrai souci entre les distributeurs et les festivals, quelquefois qui ne travaillent pas ensemble, qui n'ont pas le même planning en termes de sortie. Et l'idée était toute simple de se dire, on va essayer de trouver quelques distributeurs dans un pays, quelques festivals partenaires, et de manière à ce qu'ils fassent partie de ce réseau. Même chose dans différents pays. Et on a été soutenu donc par Media Mundus pour donner une aide financière et coordonner un moyen de différents intervenants pour qu'ils puissent sortir surtout des premiers films, et principalement des premiers films à la fois en Europe et hors Europe. Il y a eu Creative Europe, donc ce qui fait que le modèle a un peu changé, puisque maintenant c'est principalement et c'est uniquement les films européens en Europe et hors Europe, donc ce qui a changé un peu le modèle de notre label. Mais aujourd'hui, moi qui suis un vrai vendeur de films, donc qui suis obligé d'avoir un regard mercantile, et pas seulement mercantile, d'avoir un regard commercial sur les films, nous avons dans ce label plus de 111 partenaires dans le monde. Alors exactement, il y a plus de 51 festivals, beaucoup de festivals de catégorie B, catégorie A, quelques-uns. Il y a plus de 50 distributeurs dans le monde qui sont partenaires, etc., etc. Maintenant, on a des accords avec des exploitants, quand dans certains pays, il y a des difficultés pour trouver des distributeurs. Le label a aujourd'hui plus de 60 films qui sont sélectionnés par ce network. En termes de vente, c'est absolument exceptionnel. La plupart des films sont vendus dans plus de 10 pays. Il y a des retours financiers pour les producteurs. Il y a une exposition en termes de festival. Donc le système fonctionne. Et je reviens effectivement maintenant sur la partie des nouveaux médias. Pareil, on a fait dans certains pays, sans changer la chronologie des médias, mais des expérimentations avec, d'ailleurs même en France, en mettant des films en gratuité quelques périodes avant la sortie en salle, donc ce qui est tout à fait légal, pour qu'on touche un public plus jeune, qui ont peut-être plus de mal à voir des films européens en version originale sous-titrée ou sur des sujets compliqués. Donc ça s'appelait, c'est un sous-label Ion Film qui s'appelle I Love Mondays. Et sur une année, c'est absolument formidable. Alors c'est en gratuité, hein, c'est sur des moments très précis, de 18h à minuit une fois par mois. Et en fin d'année, nous avons eu plus de 250 000 internautes qui allaient regarder ces films très compliqués. Après, est-ce que ça va générer un modèle économique? Ça, c'est la grande question. Je suis moins sûr de ça. Ensuite, sur des films qui sont peut-être un peu plus forts, comme le film que je vais sortir dans 2 jours, qui est en plus en collaboration avec Charlie Hebdo, moi-même, je ne prendrai pas le parti de mettre ce film en amont en VOD. Donc, ça dépend des films, mais c'est de l'expérimentation. Voilà. Merci beaucoup, Loïc. Maintenant, j'aimerais peut-être qu'on aborde un premier point de vue, si j'ose dire, d'usager. Jairo Bustamante, vous êtes réalisateur, vous êtes du Guatemala. Vous avez obtenu pour Ishkanul, un film qui s'appelle Ishkanul, le volcan, le prix Alfred Bauer à Berlin pour donc votre premier long métrage. Et je crois savoir d'ailleurs que vous avez été de nouveau primé au Festival de Toulouse cette semaine. Quel est votre point de vue de créateur et, si j'ose dire, d'usager des dispositifs de soutien face justement à la diversité des fonds disponibles ou des structures du type accord de coproduction, quand elles existent ou pas? Bonsoir, et merci d'être là, merci de m'avoir invité. Je fais évidemment partie de ces régions où il n'y a pas d'aide au cinéma. Et je voudrais commencer pour dire, parce que je ne sais pas, j'étais toujours surpris par la surprise des Français quand ils viennent au Guatemala et qu'ils se rendent compte que la France est vraiment un exemple et un pays admiré par rapport à la culture et par rapport au cinéma. C'est vraiment, on est tous là à suivre le pas que la France fait. Parce que vraiment, on n'a rien comme aide. Mais ça ne représente pas simplement l'aide financière ou l'aide à la distribution. C'est tout simplement que la culture n'est pas prise au sérieux. En fait, au Guatemala, quand on fait du cinéma, on est considéré comme des bohèmes qui ne font à leur tête et qui pourraient quelque temps devenir dangereux. Donc, c'est un peu la réalité. Et sinon, évidemment que pour un film comme les miens, par exemple, pour faire une production qui
qui était déjà compliqué parce que c'est un film tourné en langue maya, c'est un film tourné avec des comédiens ou non comédiens qui ne sont pas du tout connus, et sur un sujet qui touche la réalité d'un pays qui veut se vendre un peu comme un nouveau Miami. Et nous, on a commencé la production, ma productrice est présente, on a commencé la production avec un prêt personnel que, bon, on a tous un peu la facilité d'avoir la double nationalité, donc on a pu faire un prêt personnel en France pour partir tourner au Guatemala. Et sinon, il n'y avait pas d'autres moyens. Et évidemment, une fois que le film a été fini, et nous, on a pu amener le film jusqu'à, autant que production guatémaltèque que producteur, moi-même, en compagnie de Pilar. Et on a pu amener le film jusqu'à un premier montage. Et le montage s'est fait entre mon bureau et mon salon. Ça a été vraiment de cette sorte-là. Et si on aurait été quel Guatemala, le film aurait été après dans un placard, on allait le présenter dans des petits festivals et tout, mais vraiment c'est un film qu'on a eu la chance à Toulouse d'avoir les prix de la critique cinématographique et les prix publics, donc c'est un film qui plaît. Et si le film a pu exister à la fin, c'était grâce au Fonds international et surtout au CNC, et à l'île de la région, à l'Île-de-France. Mais ça a été grâce à une coproduction française, sinon le film serait resté là. Et donc de là, en plus, c'est parce qu'on a eu de bons rapports avec un coproducteur français, parce que c'est très difficile d'approcher un producteur français et lui proposer une coproduction quand il n'y a pas d'accord de coproduction et quand il n'y a pas de loi de cinéma et quand il n'y a rien. Donc vraiment, c'est un peu ces réalités-là qui permettent que certains films, et moi je pense qu'il y a un facteur chance énorme sur le fait que mon film ait pu arriver là, parce qu'il y a beaucoup de talents qui doivent se noyer entre leurs besoins de survie et leurs besoins artistiques. Donc évidemment que pour nous, tous ces types de fonds servent énormément. Et aussi après, parce que là on a parlé des fonds qui sont des fonds tout à fait liés à la production et à la distribution, mais il y a aussi dans tous ces fonds-là beaucoup d'aide. Par exemple, à la Berlinale, il y a des résidences aussi. On a le même exemple avec Cannes en France, qu'il y a des résidences qui permettent que les artistes dans nos pays, vraiment la culture pour nous est quelque chose d'un peu inaccessible. Donc le fait de pouvoir venir en Europe et de pouvoir bénéficier en Europe n'est-ce que d'une carte de cinéma qui vous permet d'aller toutes les fois que vous voulez et d'un endroit où il y a des salles et où on peut aussi regarder des films d'art et d'essai, c'est déjà énorme. C'est déjà une ouverture énorme, parce que sinon, on est vraiment un peu piégé sur les forfaits que nos pays achètent aux États-Unis, dont on est formaté par les films blockbusters infantiles, les films blockbusters teenagers, et pour les adultes, c'est la même chose, non? En fait, on est en train de créer ce type de spectateurs, et c'est les seuls qui nous intéressent. Et c'est pour ça, une fois qu'on consomme ce type de cinéma, après, autant que pays, parce qu'on ne s'est pas encore rendu compte de la force du cinéma autant que fenêtre culturelle, autant que pays, vraiment, nous, on rêve d'être Miami. C'est ça. Je ne dis pas que Miami, c'est mal, mais ce que je dis, c'est que le Guatemala est très riche culturellement pour avoir un rêve qui va dans une autre direction. J'ai plein de choses à dire. Merci beaucoup. Ferid Bouguedir, vous êtes réalisateur, vous êtes critique tunisien, et vous êtes en train de mettre en place un fonds panafricain du cinéma et de l'audiovisuel. Est-ce que vous pouvez nous en décrire les objectifs principaux ? Oui, en fait, pour être utile, puisque le thème de cette réunion, c'est la coopération cinématographique au service de la diversité culturelle, juste avant de vous parler du fond, je peux vous dire un petit peu le feedback, puisque après avoir écouté tous ces remarquables, disons, défenseurs de la diversité à travers les aides cinématographiques, il faut que je donne le feedback de ce que vivent les cinémas africains par rapport à cette aide. Et pour être très utile, je vais vous dire ce qui va très bien, je vais vous dire ce qui va moins bien,
et je vais vous dire ce qui vraiment est améliorable. Et je crois que Eusanne Palsy, je suis très content qu'elle soit là parce qu'elle aura beaucoup à dire aussi sur ce qui est améliorable. Comme ça, cette table ronde peut-être se terminera sur des recommandations positives et pas uniquement sur des bilans. Parce que c'est sûr qu'on peut faire des bilans à cause de l'anniversaire de la diversité culturelle, mais améliorer encore la diversité culturelle en améliorant la coopération, c'est mieux. Parce que ça peut vraiment faire atteindre une diversité culturelle réelle. Alors, je voulais d'abord vraiment remercier Pierre-Emmanuel Serre du CNC, parce que moi j'arrive de Tunisie. Je voulais vous dire qu'on résiste, tout va bien, et que vraiment la liberté d'expression est une chose qu'on ne peut plus nous arracher. On peut faire des guignols des islamistes tant qu'on veut, on peut faire des guignols du président de la République, on peut dire ce qu'on veut, on n'est absolument pas réprimé. On a eu une dérive islamiste, je ne sais pas comment, on est par une acrobatie incroyable, on est retombé sur nos pattes. Voilà. Et je voulais remercier le CNC parce que moi, après la Révolution, on m'a encore collé la corvée d'être le coordinateur des associations de cinéma nées avant et après la Révolution. Comme moi, j'ai mis toutes les casquettes, comme vous l'a dit maintenant M. David. J'étais réalisateur et critique et historien des cinémas africains pendant longtemps. J'écrivais dans le journal Jeune Afrique, directeur du Festival panafricain du cinéma, les journées cinématographiques de Carthage, membre fondateur de la Fédération panafricaine des cinéastes, et maintenant essayant de créer quelque chose qui puisse faire qu'on dépende moins de la coopération du Nord, c'est-à-dire un fonds panafricain du cinéma qui soit beaucoup l'expression de la solidarité Sud-Sud et pas seulement du rapport Nord-Sud. Alors je voulais remercier le CNC parce qu'après la Révolution, on a tout fait pour faire un centre national du cinéma tunisien et qui c'est qu'on a trouvé? C'est le CNC qui nous a envoyé M. Bérézia à l'époque, qui était en relations internationales, qui nous a aidés et on a créé effectivement un CNC, ce qui est la base pour qu'on puisse compter sur nous-mêmes et pas seulement sur la coopération internationale. Malheureusement, une fois qu'on l'a créé, les islamistes sont arrivés au pouvoir et on a arrêté la deuxième partie qui était le financement par l'audiovisuel. Comme a dit M. Cerf, le financement, les salles maintenant sont inexistantes à cause du piratage, mais le financement au moins par les recettes publicitaires des télévisions, par les fournisseurs d'Internet, voire, comme vient de le faire le Tchad, que je salue, par une partie des recettes de la téléphonie mobile. Alors, pour bien vous situer, pour ce qui va très bien, c'est que, vous voyez, le cinéma en général est une économie de marché. C'est-à-dire qu'il y a un film qu'on produit, ça coûte de l'argent. Après, pour récupérer cet argent, il faut un nombre de salles suffisant, un nombre d'écrans suffisant, salles ou télé, pour récupérer cet argent. Et ensuite, si possible, faire des bénéfices. Et avec ce bénéfice, faire un second film. Ça, c'est l'économie du cinéma. Eh bien, le cinéma africain, lui, fonctionne absolument sans économie de marché. C'est un cinéma qui, sans la coopération internationale, n'existerait absolument pas. C'est-à-dire que, je le dis vraiment avec force et sans complexe, sans la France en particulier, tout un pan des cultures de l'humanité, qui sont les cultures africaines, je parlais de l'expression des vraies cultures africaines, pas des films de divertissement commercial, tout un pan des cultures de l'humanité serait absent du 7e art, vraiment totalement absent. Et je ne sais pas, moi je m'étais interrogé, je me suis dit peut-être parce que la France, c'est le pays qui a fait la révolution de 89, alors même quand ils ont colonisé l'Afrique, ils ont amené dans leurs bottes les principes égalitaires de la révolution de 89, liberté, égalité, fraternité, et sans arrêt, ils se sont, grâce à ça, ils ont justifié le fait qu'ils venaient prendre des matières premières par le fait qu'ils soutenaient aussi la culture, qu'ils soutenaient la création, qu'ils apportaient la civilisation, la culture. Et ça, c'est un des paradoxes, mais très intéressant pour nous, parce que c'est comme ça qu'on a pu faire des films. Alors, la France, elle, a soutenu tous les films africains. Il y avait même un ministère de coopération qui a soutenu tous les premiers films, y compris La Noire 2, le premier long-métrage africain de Saint-Ben Ousmane en 1966. Puis après, c'est passé aux affaires étrangères où nous, Maghrébins, on a été inclus parce qu'on n'était pas dans le premier lot. Le Fonds Sud s'est intéressé aussi aux pays d'Amérique latine et d'Asie. Et maintenant, c'est devenu World Cinema. Et la France continue, heureusement, sa mission de soutien de la diversité culturelle par le cinéma. Par contre, l'autre grand allié qu'on a, c'est ce qu'on peut appeler, ce qui a été cité plusieurs fois ici, la cinéphilie mondiale. C'est-à-dire que sans la cinéphilie mondiale, nos films ne verraient même jamais la lumière. Pourquoi cela ? La cinéphilie, également inventée par la France. La France, chapeau, c'est le meilleur système d'encadrement de cinéma du monde. On a tous envie de le copier. Le meilleur système de soutien au monde, toujours bombardé par Hollywood, toujours attaqué par l'Amérique
pour pouvoir forcer le fait que, par exemple, des pays comme l'Allemagne, je crois qu'il y a 90% des salles occupées par Hollywood, et en France, grâce aux lois françaises, c'est seulement 60%. Et en Corée, ils ont réussi à casser le quota qui était de 40% en faveur des films coréens pour arriver à 20% seulement. Sinon, les Américains cessent les aides économiques. C'est presque, on fait des échanges qui n'ont rien à voir avec le cinéma, mais vous cassez d'abord votre quota avant qu'on vous donne le droit d'importer vos légumes coréens ou vos voitures coréennes et tout ça. Bon, ça, on pourra répondre aux questions à tout ça. C'est pour vous dire que c'est très paradoxal. La cinéphilie, inventée par la France, est une religion très démocratique. Ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'un vrai cinéphile, comme ceux que représente mon ami Vincenzo, qui dit que ce n'est pas juste un guichet, il veut savoir l'esthétique du film et la lumière et comment est-ce que c'est un regard différent. La cinéphilie est une religion réelle, démocratique. Pourquoi ? Parce qu'un vrai cinéphile considère et croit sincèrement que du plus petit village du Burkina Faso peut surgir l'égal d'un Kurosawa. Et il le met immédiatement à la hauteur d'un Kurosawa. Donc pour un cinéaste africain, si on prend Souleymane Cissé par exemple, c'est quand même inouï. Un gars qui était photographe, qui a été formé à Moscou, il fait un film et puis tout de suite il a accès au Festival de Cannes, il passe à la quinzaine, puis à certains regards, puis à la compétition officielle et il reçoit un prix du jury pour Yélène. Comme par hasard, Yélène, ça veut dire la lumière. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la lumière grâce à la cinéphilie. Et cette cinéphilie, évidemment, heureusement, lancée par la France, existe dans toute la planète. Donc nous, quand nous allons à New York, on va au Musée d'Art moderne, on va à Lincoln Center, on a partout ces espèces de supporters. Et les lieux visibles sont les festivals. Les festivals sont les lieux où existe la cinéphilie. Et économiquement, ce cinéma peut exister grâce à ça. Pourquoi ? Par exemple, le cinéma africain, Tahar Sheria, qui était le fondateur de Carthage, disait « les films africains, c'est des corps sans tête ». Parce qu'ils n'ont pas d'économie de marché. Les têtes, c'est les réalisateurs. Et les corps, il n'y a pas. Et donc, imaginez, quand on va dans un festival et que, par souci de diversité culturelle, le festival va montrer un film de Souleymane Cissé ou de Mahamat Saleh Haroun ou de Moussa Touré, eh bien, il y a des retombées économiques. C'est-à-dire qu'il y a des télévisions européennes qui vont l'acheter, il y a Arte qui va l'acheter, et brusquement, il y a une économie qui se met en place qui vient de la cinéphilie et qui ne vient nullement, comme ça serait normal, du pays lui-même, du pays africain. Les pays d'Amérique latine, eux, ils ont un marché, ils ont une économie de marché. Si on prend le cinéma mexicain ou brésilien ou iranien, il y a des gens qui font voir des films commerciaux iraniens dans les salles et qui rapportent de l'argent. Alors que le cinéma africain, c'est un mystère, c'est un paradoxe des cinémas qui existe uniquement en dehors de ses frontières pratiquement. Et les films ne sont pas vus en Afrique non plus. Alors maintenant, je passe aux effets pervers, si vous voulez bien. C'est que, imaginez un cinéma dont le seul public n'est pas son public national. Le premier public, c'est le public des cinéphiles occidentaux. Alors, le malheureux cinéaste africain, consciemment ou inconsciemment, il va se modéliser sur les attentes, non pas de son propre public sénégalais ou burkinabé, mais sur les attentes du critique européen, du cinéphile européen, du patron de festival européen. Et il va, c'est pas un mal, hein, mais il va privilégier un cinéma qui est prisé par les cinéphiles, c'est-à-dire un cinéma d'abord très esthétique, parce que c'est ça qui va plaire aux cinéphiles. Ils vont dire « Ah, voici une culture autre ». Et surtout, voici un rythme autre. Comme disaient nos amis des fonds, il faut qu'ils sentent qu'il y a un regard différent et qu'il y a donc un point de vue différent. Donc peu à peu, ce qui va plaire aux cinéphiles, c'est des films, disons, assez esthétiques d'abord et assez hiératiques. C'est-à-dire, c'est un peu... on sent que c'est un rythme différent là-bas chez eux en Afrique. Ils ont le temps, ils marchent lentement d'une case à l'autre pendant des kilomètres. Et puis, ils ont aussi, c'est une espèce d'Éden, de paradis terrestre. Regardez, on revient au sentiment de base, Là, regardez comme le sentiment d'honneur peut créer des tragédies. Comment, par exemple, peu à peu, les cinéastes vont faire des films où il y a comme disait Vincenzo, des sujets universels. C'est-à-dire, si vous prenez Yélène, c'est l'affrontement d'un père et d'un fils pour le pouvoir magique. Si vous prenez Un homme qui crie de Mahamat Saleh Haroun, qui, comme par hasard, est également primé à Cannes, comme Yélène, c'est également l'affrontement entre un père et son fils. Donc, quelque chose qui va nous ramener à la tragédie grecque, si vous voulez. C'est-à-dire quelque chose qu'on peut tout de suite assimiler comme étant un thème qui nous touche tous, mais servi par une esthétique qui est aussi une esthétique, non pas exotique, comme dirait Vincenzo, heureusement,
c'est de l'exotisme culturel, c'est-à-dire qui va nous transporter ailleurs. C'est le trip, c'est-à-dire qu'on va en regardant ce film se dire « Ah, putain, mais on était au Tchad pendant 2 heures, c'était fabuleux, on était là ». Je ne dis pas ça méchamment, hein. Je vous dis que peu à peu, le cinéaste va... Regardez ce qui arrive à Timbuktu. Timbuktu, c'est un film remarquable. C'est un film qui va allier 2 choses à la fois l'esthétique, et qui va vous montrer aussi ce paradis terrestre avec un Touareg qui vit sous la toile, sous la tente. Ils sont tous les 2 très beaux, ils jouent de la guitare, et puis les méchants islamistes arrivent et leur gâchent la vie. C'est en même temps un film très courageux parce qu'il va vous montrer la vie quotidienne aussi des djihadistes, et qui sont des êtres humains comme les autres. L'un va fumer en cachette, l'autre danse dès qu'il est tout seul, et l'autre... Et en même temps, il répond à une angoisse des Français qui est très forte par rapport au djihad, très forte par rapport aux attentats, à cette monstruosité qui s'appelle maintenant le radicalisme islamiste, et où des gens qui sont arrivés à l'absurdité totale, c'est-à-dire mourir pour exister. Vous voyez cette chose extraordinaire, mourir pour exister. Et alors, quand vous voyez le phénomène Timbuktu, vous dites, c'est génial. Sylvie Piala, elle a bien encadré Abderrahmane Sissako, qui est un grand artiste, hein, qui est vraiment, moi c'est quelqu'un que je salue, c'est vraiment un vrai réalisateur, c'est un créateur. Mais elle l'a encadré de façon à ce que les films correspondent au créneau cinéphilique attendu, si bien qu'il y a à la fois le dépaysement, à la fois on vit pendant 1h30 dans un paradis terrestre, ce qui est beaucoup moins cher qu'un billet d'avion pour aller au Club Med ou ailleurs, et en même temps on a quelques renseignements sur les djihadistes, et du coup on est un peu moins angoissé, on dit c'est comme ça que ces imbéciles fonctionnent, quoi. C'est très intéressant. Prenez maintenant Timbuktu, 800 000 entrées en France, et maintenant prenons le FESPACO, le Festival panafricain, 1 million, ça y est ? 1,2 million. Ah, bravo, merci Pierre-Emmanuel. C'est génial. Non, mais pour nous, c'est une chance inouïe. Moi, je suis là pour cerner les paradoxes, pas pour faire de la polémique facile. Et puis, vous, dans le Nord, vous ne nous aidez pas. Ça, on a déjà donné, c'est fini et c'est nul. Mais prenez Timbuktu. 1,2 million, comme dit Pierre-Emmanuel Serre ici. Au festival panafricain de Ouagadougou, ce film qui est apparemment absolument, je ne dis pas formaté, mais correspond aux attentes absolues du public occidental, il n'a même pas de prix là-bas. Il reçoit des prix secondaires, le prix de la meilleure musique. Et c'est comme si on disait à Sissako, bon, toi, tu as fait exactement ce qu'attendent les cinéphiles occidentaux, mais nous, ça ne nous parle pas beaucoup, ces histoires de magnifiques couples très beaux sous la tente. Et de nous, ce n'est pas vraiment ça, sous la tente, ce n'est pas le beau gosse qui joue de la guitare. Et voilà, et le tragédie, tuer une vache peut provoquer la loi du talion, etc. Je ne critique pas le film, hein, c'est un très beau film. Mais je vous explique les effets pervers secondaires. Ceci dit, vous me direz, il vaut mieux avoir des films formatés pour la cinéphilie occidentale et pour les fonds qui les soutiennent que d'avoir des mauvais films africains commerciaux, comme il y en a plein au Nigeria. C'est pour ça que je ne cite pas les anglophones, qui sont majoritairement des mélodrames, des trucs comme ça d'expression artistique. Donc, si vous voulez, le miracle qu'a fait la France, c'est qu'elle a non seulement aidé un pan des cultures de l'humanité à exister, mais qu'elle l'a aidé à exister sous une forme artistiquement supérieure, une forme artistiquement belle, valable, expressive. Et donc, maintenant que j'ai défini comment ça marche, il y a aussi dans la cinéphilie déjà un défaut. Un défaut, c'est des modes aussi cinéphiliques. C'est-à-dire qu'à un moment, le cinéma africain était à la mode. Vous alliez à un certain regard, vous trouviez 6 films africains, vous en trouviez 2 à la quinzaine, d'autres... Et puis, après, ça passe de mode. Ça passe de mode. Du coup, on s'intéresse plus au cinéma coréen, comme il y a la mode du cinéma iranien, avec beaucoup de gamins, avec des ballons blancs et tout ça, et des savates trouées. Et on retourne aux fondamentaux. Et vraiment, comme là-bas, ils sont encore au niveau biblique et tout ça. Et puis, après, tiens, le coréen, ils sont magnifiques, sont géniaux, grâce à l'encadrement du cinéma coréen qui est un peu copié sur le cinéma français. Il y a de très grands auteurs coréens comme Han Sang-soon, et il y a aussi du cinéma de genre coréen comme Old Boy qui arrive à avoir le Grand Prix du Festival de Cannes, quand même le 2e prix, vous imaginez. Et ça, c'est parce que il y a eu un encadrement national qui fait que ce cinéma coréen n'est pas fait que pour les festivals. Il est fait aussi pour le public local. Il marche, les films de gangsters marchent sur le point de vue local. Ils vont aller jusqu'à décrocher le Grand Prix de Cannes avec Old Boy. Voyez Alors maintenant, comment arriver à améliorer, entre guillemets, ce qui ne va pas, disons, ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, je dirais, dans l'aide qui est majoritairement française, c'est que
la vision française de l'aide au cinéma du Sud, au nom de la diversité culturelle, tend malheureusement à beaucoup franciser la diversité culturelle. Voilà ce que j'essaie de vous sortir comme paradoxe. Par exemple, les lois françaises qui soutiennent heureusement le cinéma français contre Hollywood, contre l'ogre hollywoodien, parce que sinon Hollywood qui s'est battu ici même à l'UNESCO pour détruire la notion d'exception culturelle, diversité culturelle, en sortant cette énormité que le cinéma n'est pas de la culture, le cinéma c'est du divertissement. Évidemment, entertainment, ça les arrangeait, parce que du coup on sautait toutes les lois du CNC pour soutenir le cinéma disparaissait, parce que le cinéma devenait comme les boîtes de tomates de conserve, échangeables à merci, et on était sous la loi du plus fort, c'est-à-dire Hollywood absolument partout. Et donc la France aide, par le Fonds Sud que représente Madame, les films dans leur langue originelle. C'est-à-dire que ça, c'est de la vraie diversité culturelle. On a les gens parlant dans leur langue, ce qui est essentiel pour cette diversité culturelle, pour savoir comment vraiment les gens s'expriment dans ces pays. Par contre, si vous passez un palier supérieur et que vous obtenez, à la faveur d'une coproduction, non pas seulement le Fonds Sud que représente Madame, mais carrément l'avance sur recette que représente Pierre-Emmanuel Serres, là vous avez des contraintes terribles par rapport à la langue. Et ça, on peut le comprendre, parce que on vous oblige à ce moment-là, un film qui obtient l'avance sur recette doit avoir 60% au moins de dialogue parlant français. Mais parlant français, je veux dire vraiment parlant français. C'est-à-dire, moi à l'époque, quand j'avais fait Alpha Win, j'avais eu l'avance sur recette. Merci le CNC. De temps en temps, je lance un petit coup de truc à mon ami Pierre-Emmanuel. À ce moment-là, c'était moins rigoureux. Donc j'avais tourné en arabe dialectal tunisien, et puis après, on a doublé le film en français, on a livré le film doublé en français. Tant que ça parlait français, ça allait. Par contre, je ne sais pas si c'est une légende, mais il paraît qu'un certain Luc Besson aurait eu l'avance sur recette pour un film qui s'appelle Jeanne d'Arc, avec sa copine de l'époque, Mila Jovovich, et qu'il a tourné directement en anglais, parce qu'il avait le marché américain ouvert par le 5e élément. Et du coup, je crois que c'est devenu plus sévère. Je ne sais pas si c'est une légende ou pas à cause de ça. Et maintenant, quand vous tournez un film dont 60% doit être en langue française, je ne sais pas, Pierre-Emmanuel va me corriger ou pas, il paraît que si on a un doute, on amène des sourds-muets qui ont l'habitude de lire sur les lèvres et qui vous disent « Oh là 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 là, il n'a pas du tout dit « Buana, je vous suis dans la bourse », il a dit autre chose. Et à ce moment-là, on doit rembourser l'argent, ce qui est justice. Alors moi, je m'étais beaucoup battu, puisque j'étais président de la commission de réforme du cinéma tunisien. Enfin, j'ai eu beaucoup de casquettes, comme je vous l'ai dit. Et à l'époque, Dominique Vallon, qui était directeur du CNC, qui nous a vraiment beaucoup, beaucoup soutenus. Je lui rends hommage aussi, parce qu'il a défendu le cinéma africain de façon incroyable. Il était patron de Valérie Moreau à l'époque. Il m'a dit, je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas les langues qui sont parlées en France, puisque vous acceptez le breton et l'occitan. Or, l'arabe dialectal maghrébin est tout à fait parlé en France. L'antillais, le créole, puisqu'elle est là, Euzène Palcy, le créole est une langue parlée en France par tous les Antillais. Donc, une façon d'améliorer cela et de faire que le film ne soit pas... Prenez La Pirogue, par exemple, qui parle des émigrants, qui est passé à la Saint-Regard à 3 ans, la moitié des acteurs parlent français, ce qui n'est pas tout à fait crédible, quoi. Timbuktu, c'est pareil, la moitié des gens parlent en français. Alors, si on arrivait à ce que, pour améliorer encore cette coopération, faire que on arrive à faire comprendre aux Européens, parce que c'est une question d'Europe. L'Europe, c'est elle qui dit non. Elle dit, vous défendez votre langue française, ok, mais pas autre chose. Si on arrive à leur dire, on va ajouter à la langue française le dialectal maghrébin et aussi le créole, entre autres, là, vous auriez beaucoup plus de films de vraie diversité culturelle, avec des vrais moyens, parce que l'avance sur recette, c'est des vrais moyens, et pas seulement des moitié-moitié, quoi, des films de diversité culturelle qui causent français. Et pour terminer, la différence entre la France et l'Allemagne, c'est que la France aussi, c'est un protectionnisme très fort. C'est-à-dire quand vous donnez de l'aide, vous devez dépenser beaucoup en France. C'est-à-dire vous devez soutenir l'industrie française, faire votre mixage ici, alors que les Allemands, quand même, sont moins... ils ont moins cette idée de l'universalité du français qui est l'université mondiale, en fait, l'université française, si bien qu'on peut dépenser tout l'argent au Guatemala ou ailleurs. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Ferid, pour ces perspectives décapantes. Alors, ce qui est bien avec les gens célèbres, c'est qu'on ne les présente plus, et c'est très bien quand on n'a plus le temps. Euzène Palcy, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que Ferid vient de dire? Oui, effectivement.
Oui, alors, quand tu parles d'encadrement national, tu as dit deux choses qui sont... Enfin, il y a des choses très intéressantes. D'encadrement national, de tête sans corps, etc., en parlant des cinéastes. Ben, c'est vrai que ça m'a rappelé des conversations, de nombreuses conversations que j'ai eues, j'essaie d'aller très vite, parce que je sais qu'il y a très peu de temps, que j'ai eues avec les responsables africains, les présidents, les ministres, les leaders, en leur disant que c'est formidable de se battre pour qu'on ait le ventre plein, qu'on ne meure pas de faim, mais qu'il fallait aussi penser à se battre pour qu'on ait la tête pleine aussi. Parce que pour moi, c'était indissociable. Et que je ne comprends pas comment un pays peut parler de développement, d'évolution, s'il ne met pas au centre de ce développement et de cette évolution la culture et surtout le cinéma. Et qu'il ne fallait pas sous-estimer la force de l'image. Et aujourd'hui, plus que jamais, on le sait d'ailleurs, le général de Gaulle a été un des tout premiers à le savoir, puisqu'il l'a bien utilisé avec la télévision. Et les hommes politiques le savent aujourd'hui, ben, ils savent comment utiliser l'image. Voilà. Et que j'avais imaginé, évidemment, c'est vrai que c'est facile on peut dire de porter des critiques, etc. Parce qu'il y en a un président qui m'a dit, oui, vous vous rendez compte, c'est un luxe, on a à peine de quoi nourrir nos familles, on va penser au cinéma, c'est un luxe. Alors je dis, mais il faut justement imaginer alors des choses. Par exemple, ça fera peut-être rigoler, mais à l'époque, je disais, et je continue à le penser, dans les pays qui sont justement des pays en voie de développement, qu'on pourrait tout à fait prélever un petit pourcent ou peut-être un peu moins, je ne sais, sur les bénéfices, les choses qui se créent justement quand les sociétés viennent pomper le sol, je dirais par exemple. Hein, pourquoi ne pas prévoir effectivement un pourcentage qui irait à la culture? Voilà. Et ça pourrait aider. Parce que quand on parle de cinéma, on parle d'économie, parce que tu parlais de tête sans corps, et nous sommes de nombreuses têtes sans corps, parce qu'il n'y a pas, effectivement, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de formation, parce qu'on parle souvent, effectivement, de salles, de diffusion, donc de consommation. Mais il faut penser aussi, d'ailleurs, je pense que avec ton fonds, tu y penseras, à créer aussi, à former les gens, il faut qu'ils apprennent à écrire pour pouvoir réaliser. Parce que c'est vrai que si on ne veut pas copier sans arrêt, reproduire les modèles qui existent, eh bien, il faut déjà savoir comment faire, comment créer, pour créer son propre modèle, mais qui soit totalement universel, que l'autre puisse se retrouver justement dans ces modèles. Alors, il y a ça, et puis pour terminer, je voudrais aussi dire, puisque tu m'as tendu la perche, avec le créole. Quand j'ai fait Rue Cazenègre, mais je vous assure que je me suis bagarrée avec Michel Loulaire, qui était un des producteurs du film, parce qu'il ne voulait absolument pas de créole dans le film. Il fallait que ce soit que les paysans jurient en français dans la langue de Voltaire et pas en créole, surtout pas. J'ai dû ruser avec la complicité de mes techniciens métropolitains. On surveillait quand il n'était pas là, ben voilà, on faisait une prise en français, puis il n'est pas là. Oups, une prise en créole. Et c'est comme ça que Rue Cazenègre et ce film que vous avez vu, voilà. Et puis, pour nous permettre, je terminerai là-dessus, on parle du Sud, on parle du Fonds Sud, on parle de tout ça, mais il y a un gros problème pour ce qui est du cinéma antillais, qui n'existe pas. Je me bats contre cela. Je dis, je ne veux même pas entendre parler. Quand on me dit oui, le cinéma antillais, je dis non. Il n'y a pas de cinéma antillais, en tout cas francophonement parlant. Il y a des cinéastes antillais qui se battent, qui vont faire du porte-à-porte pour avoir de l'argent, pour pouvoir faire leurs films. Voilà. Donc, et aucun fonds on n'intéresse personne, en fait. Bon, alors quand on a le CNC, on a la chance d'avoir l'avance sur recette, c'est fabuleux. Donc, c'est fabuleux. Il faut convaincre, on a l'argent, il faut convaincre ceux qui en ont de nous produire. Bon, alors, mais en dehors du CNC, même si on a un très bon scénario et que bon, tous les films ne sont pas éligibles, je veux dire que bon, voilà, c'est un comité qui décide. Comment fait-on pour exister? On parle de diversité culturelle. Alors, est-ce que c'est géographiquement, c'est lié uniquement à la géographie? Est-ce que c'est... Bon, parce qu'il y a les sujets aussi. Puis nous sommes là. Voilà. Alors, il y a le problème de la TSA. La TSA n'a jamais été appliquée aux Antilles. On est vraiment
considérée comme terre étrangère, je veux dire, en matière de cinéma. Alors, comment voulez-vous que les producteurs, ceux qui pourraient nous produire, qu'ils disent oui à nos films? Parce qu'ils ne savent pas combien d'entrées ils ont fait. Les droits d'auteur sont bafoués parce que, bien sûr, on ne peut pas être ça, il n'y a pas de... Voilà. Alors, finalement, et puis même pour l'industrie, je veux dire, pour les salles de cinéma, etc., c'est pareil. Bon. Alors, ce qui se passe, justement, c'est qu'il y a une loi qui a été votée, enfin, après, ça fait plus de combien, 50 ans que ça existe, le CNC. Bientôt 70. Bientôt 60. Voilà, exactement. Pas une ride. Voilà. Et c'est seulement il y a 2 ans que cette loi a été votée parce qu'on s'est battu et je suis montée au créneau, mais vraiment depuis 83, l'année de mon premier long métrage. Eh bien, c'est seulement il y a 2 ans que ça a été voté et ça devait entrer en vigueur normalement le 1er janvier 2015. Eh bien, c'est en trouvant encore le moyen de retarder la chose et j'espère que ce n'est pas... Bon, j'espère qu'on l'a décalé à 66, à 1 an. Alors, j'espère vraiment que tout le monde sera vigilant et que, s'il vous plaît, je vous en prie, parce que ça nous aidera déjà beaucoup. Juste une info pour rebondir sur ce que dit... Vous m'entendez là? Pour rebondir sur ce que dit Zan, comme je vous l'ai dit qu'on était là pour être constructif et positif, l'info, c'est que tout ce système que je vous ai décrit peut revenir dans la construction d'un cinéma national quand même. Pas seulement par l'aide, par exemple, que j'ai citée du CNC, qui est venu nous aider à faire un CNC tunisien, mais l'exemple est magnifique, parce qu'on va prendre l'exemple du film « Un homme qui crie » de Mohamed Saleh Haroun. Bon, vous oubliez mes petites critiques sur le fait que c'était lent, erratique, esthétique, et ce n'est pas du tout négatif ce que je dis. Mais ce film, passant à Cannes et recevant un prix, a eu un nombre incroyable de journalistes qui ont écrit dessus. Alors, le chef de l'État du Tchad appelle Mohamed Saleh Haroun, il dit « Mais c'est incroyable, avec un seul et unique film, on a parlé du Tchad beaucoup plus que pendant 10 ans. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le cinéma, pour avoir encore plus de pubs sur notre pays ?» Alors Mohamed Saleh Haroun, il dit on va faire comme la France, on va prendre, ou comme le Maroc, parce que le Maroc, c'est en fait le seul pays qui a, en 1997, imité le système français créé par Jacques Lang, hein, comme disait Pierre-Emmanuel, quand on s'est rendu compte que les gens allaient moins au cinéma, on regardait plus la télé. Quand Jacques Lang est arrivé, il dit bon, c'est pas normal que ce soit seulement les salles qui soutiennent le cinéma, la télé doit aussi contribuer. Et avec Jacques Lang, commence 6% des recettes publicitaires de télévision quand elles sont publiques ou privées, et 20% quand elles sont payantes comme Canal+. C'est pour ça que Canal+ dit on est la chaîne du cinéma, mais c'est la loi qui les a obligés à être la chaîne du cinéma. Donc le Maroc faisait par exemple 3 longs métrages par an comme nous en Tunisie. Après, avec cette loi, 5% des recettes publicitaires de télévision, ils font 30 films par an maintenant. Ils ont pris la place de la Tunisie dans les festivals. Ouagadougou, dernier Grand Prix, film marocain. Je reviens au Tchad. Il lui dit, on va reprélever sur les salles. Il dit, mais tu rigoles, mon bonhomme, on n'a plus de salles au Tchad. Même le Normandie, on essaie de le... Il dit, bon, alors, cher chef d'État, on va prendre sur les télévisions. Il dit, mais tu rigoles, la télévision, chez nous, c'est pipeau, quoi. Il n'y a pas grand-chose sur les yaourts tchadiens, Danone ou autre, qui peut te rapporter. Alors là, un coup de génie, il lui dit, oui, mais ici, de nos jours, on peut aussi voir des films, y compris sur le téléphone portable, parce que c'est vrai. Il est dit, ah oui, mon fils, la télévision portable, ça marche très bien au Tchad. Tout le monde communique. Et il y a beaucoup d'argent. Moi, j'essaie de faire ça en Tunisie, je n'ai pas réussi. Parce que tout va au trésor public. Et du coup, tu nous as honorés avec un seul et unique film, Un homme qui crie, primé à Cannes. Le Tchad fait une loi. 10% des recettes de la téléphonie mobile vont au fonds de soutien au cinéma. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais fier quand j'ai vu le film suivant de Mohamed Saleh Haroun passer à Cannes et il y avait dessus l'État du Tchad présente. On comptait sur nous-mêmes. C'était le Sud-Sud, c'était plus que le Nord-Sud. Et là, j'étais tellement heureux en me disant, le fameux proverbe africain, merci beaucoup pour nous donner des poissons, mais merci encore plus pour nous apprendre à pêcher. Rapidement, justement, je dis souvent aux gens que dans ces pays d'Afrique et d'ailleurs, je dis comment expliquer que des gens, le paysan du fin fond de n'importe où là, qui n'a jamais mis les pieds aux États-Unis, comment il sait tout de l'Amérique. Comment l'Amérique, comment les gens voyagent, ils sont aux États-Unis, ils connaissent très bien. Eh bien, par le cinéma, par l'image. Donc faisons la même chose, c'est important.
Merci beaucoup. Avant de terminer, je vais passer la parole à Éric Leroy. Vous êtes président de la Fédération internationale des archives du film. Et dans la Convention de 2005, il y a deux termes. Il y a protection et promotion de la diversité des expressions culturelles. Alors, en quoi votre fédération contribue-t-elle à la préservation du patrimoine cinématographique ? Alors, déjà, je voudrais ajouter que je travaille au CNC aussi, parce que je suis de la direction du patrimoine cinématographique. Donc je représente à la fois le CNC, mais aussi en effet la présidence de la Fédération internationale des archives du film. Je voudrais juste d'abord rappeler et faire un petit historique. Rappeler que la fédération, elle est née en 1938 à Paris. Il y avait 4 fondateurs à l'origine, dont Henri Langlois. 4 fondateurs en 1938. Nous sommes maintenant 155 institutions qui sont répartis dans 77 pays dans le monde. L'idée de la création de cette fédération internationale des archives du film, ça a été un constat en 1938 de la disparition du patrimoine et des films des programmateurs, des cinéphiles que tu citais tout à l'heure. Les cinéphiles ne pouvaient plus projeter de films, il n'y avait plus de pellicules, les films avaient disparu. Ils étaient devant une situation dramatique pour pouvoir organiser leurs séances de cinéphilie. Donc, ils ont créé cette fédération. 4 archives dans le monde, 4 cinémathèques françaises, Londres, Berlin et New York. Et maintenant, nous sommes sur tous les continents. Donc je trouve que c'est déjà un... Alors il y a eu, bien sûr, il y a eu des conflits, il y a eu des guerres entre cinémathécaires, archivistes, mais tout au long de ces années, depuis maintenant plus de 75 ans, au fur et à mesure, s'est constituée cette fédération qui maintenant, grâce à différentes commissions, publications, permettent d'avancer sur le patrimoine cinématographique. Alors nous sommes une fédération, chose très importante, nous ne sommes pas une archive mondiale, comme certaines personnes peuvent des fois le penser. Nous sommes une fédération, c'est-à-dire que nous regroupons 2 types, disons, d'institutions. D'une part, les membres, qui sont au nombre d'à peu près plus de 80, et les associés, des associés qui sont, eux, des institutions qui font la promotion du patrimoine, qui ont des collections, mais qui ne font pas de restauration. Les membres étant, eux, des institutions qui ont des collections, préservent, ont parfois des laboratoires, mais surtout travaillent sur la matière filmique. La question essentielle actuelle, elle est d'aider la création de cinémathèques et d'archives dans certains pays qui sont dépourvus d'institutions. C'est encore le cas dans beaucoup de pays. La FIAF a beaucoup contribué dans les années, surtout d'après-guerre, à la constitution de nouvelles institutions, à soutenir aussi de manière très active certains mouvements en faveur du dépôt légal dans le monde. D'ailleurs, ça va être encore de nouveau le sujet principal du prochain congrès, du symposium qui va se tenir à partir de la semaine prochaine en Australie. Il faut dire aussi que tous les ans, il y a un congrès. C'est ce qui permet aussi à la fédération de vivre et d'être très active. C'est ces congrès qui se retrouvent tous les ans dans un pays du monde, dans une archive du monde. Et on passe d'un pays à un autre. Hein. On va en Australie. L'année dernière, on était à Skopje. Donc c'est extrêmement varié, comme on est allé en Afrique pour la première fois il y a 4 ans. L'idée, c'est aussi qu'il y a une diversité. Il y a des échanges internationaux et que l'on puisse, à ces moments-là, lors de ces congrès et ensuite, par l'intermédiaire de 3 commissions que nous avons, nous permettons d'engager des collaborations, à la fois en termes d'informations, d'échanges d'informations sur des collections perdues. Un exemple, dans les années 80, le Mexique a perdu tout son patrimoine par un incendie. Toute l'archive a entièrement disparu, a brûlé. Et grâce à la coopération internationale de la FIAF, une partie du patrimoine cinématographique mexicain a pu être retrouvée, répartie, disséminée un peu partout. Donc c'était quand même un élément très important. Et nous continuons d'essayer de promouvoir ces informations et ces échanges entre archives. Ensuite, il y a une formation du personnel aussi, puisque lorsqu'on crée des archives ou qu'on a des jeunes archivistes qui débutent dans des pays qui sont dépourvus de formation dans le domaine. Il y a la FIAF Summer School qui se fait tous les ans et qui permet à des jeunes Iraniens, aussi bien qu'à des jeunes Grecs, de se rencontrer et de travailler ensemble et de découvrir le métier et le travail des archives pour promouvoir le patrimoine. Et puis ensuite, il y a les publications qui permettent aussi
d'une part le bulletin que nous avons qui est en 3 langues aussi, c'est important. Nous essayons d'assurer en tous les cas le plus possible les 3 langues français, anglais et espagnol, qui sont les 3 langues fondatrices de la fédération. Et puis, donc ces éléments permettent aussi à certaines archives de restaurer et de sauvegarder des patrimoines d'autres pays qui sont dépourvus d'institutions qui permettent de restaurer des films. Alors, sans faire la promotion du CNC, on peut dire quand même, nous avons aussi, par notre travail, permis de sauver certains patrimoines qui étaient en danger, dans lesquels les pays ne pouvaient pas assurer la restauration des films. Alors, je n'ai 2 ou 3 exemples. On en a parlé tout à l'heure. Goa, le film tunisien, a pu être restauré grâce à cette coopération avec la Tunisie. Un film de Jacques Barati, qui est un film français en effet. Une coproduction franco-tunisienne. Il y en a eu d'autres. Et puis l'autre exemple, et je m'arrêterai là, on a sauvé il y a une 20aine d'années un patrimoine exceptionnel qui avait été retrouvé dans le palais du Golestan en Iran et pour lequel nos collègues iraniens n'avaient pas les moyens de restaurer. C'était des films qui dataient de 1902 et 1907, qui étaient restés dans les caves de l'empereur à l'époque d'Iran. Et donc ces collections ont été sauvées grâce au CNC et ont permis de retourner d'abord dans leur pays d'origine et nous permet nous aussi de les présenter. Juste, si je peux ajouter une info, moi j'enchaîne toujours sur chaque intervenant, je m'en excuse, c'est que la France participe aussi, dans le cadre de la diversité culturelle, à préserver la mémoire des films du Sud. Parce que là, à part le travail magnifique de restauration dont parle M. Roy, où ils ont restauré beaucoup, par exemple, des films tunisiens anciens, même comme le film Le Fou de Kérouan et tout ça, c'était magnifique. Même les tout premiers films du continent africain, Samama Chikli, premier film du continent africain. Mais il faut qu'on dise que moi, si j'ai besoin de chercher un film des débuts du cinéma africain, je vais chez Valérie Mourou, parce que l'Institut français, il a son département qui s'appelle Cinémathèque Afrique. Il y a absolument toute l'histoire du cinéma africain. C'est-à-dire que c'est plus facile pour moi, plutôt que d'aller à la cinémathèque de Ouagadougou, qui a été mise sur pied grâce à la France, mais qui, disons la vérité, est un peu... on met des bureaucrates à sa tête et pas des cinéphiles, ce qui est une erreur. Et du coup, des fois, elle est inondée, des fois, on ne sait pas les collections, comme on y va. Et bien, encore une fois, on reprend le chemin de Damas-Paris et on va chez Valérie Mourou, où l'excellente responsable Véronique Jo Heisenberg nous dit, bien sûr, le premier court-métrage tourné par Serge Moiti quand il était coopérant militaire au Niger. Nous l'avons. Et ils l'ont. Tous les premiers films de Saint-Ben Ousmane, sauf un, je crois qu'on n'arrive pas à retrouver, ils les ont. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que Eusanne Palsy parlait de formation. Imaginez tous nos cinéastes africains qui n'ont pas la mémoire de leurs ancêtres, la mémoire de leurs pionniers. Eh bien, grâce à la France aussi, ils peuvent l'avoir. Ils peuvent se dire, moi je pars de zéro, mais avant moi, il y a eu Saint-Ben Ousmane, il y a eu Paulin Vira, il y a eu tout ce monde-là. Et ça, il faut le saluer encore. Ce n'est pas seulement la création, ce n'est pas seulement les structures de nous aider à faire la CNC, c'est aussi notre mémoire. Donc je vais dire merci maman la France. Vous voyez, je termine sur une note positive. Vincenzo. Et le cinéma colonial, pareil. Non, je veux seulement dire que chez les World Cinema Fund, on parle toujours d'innovation, de cinéma courageux, de choses comme ça, mais je suis aussi convaincu qu'on ne peut pas être innovatif si on ne connaît pas l'histoire du cinéma d'une région, d'un pays, d'une réalité culturelle. Ça, c'est la raison parce que aussi chez nous, chez le World Cinema Fund, on a aussi pensé, on a essayé de développer des programmes que peut travailler dans la préservation de la diversité culturelle dans le cinéma, dans le passé, dans l'histoire du cinéma de certaines régions. Alors, l'année passée, pendant le World Cinema Fund Day de la Berlinale, on a organisé une table ronde, on a invité plusieurs représentants de Cinémathèque. Il y avait aussi, exemple, un ami, un collègue, Frédéric Merck, le directeur de la Cinémathèque de Lausanne. On a parlé beaucoup de ce genre de choses et on a essayé de trouver le financement aussi pour travailler dans cette direction. Moi, je crois qu'il s'agit d'une priorité. Malheureusement, maintenant, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens. Mais dans le futur, j'adorerais si on pouvait faire ça. On peut... Bon, si on parle de l'activité de la préservation, dans le cadre de la préservation qu'on peut faire comme
fondation, comme fonds international. Moi, je pensais toujours un peu au modèle qui a été développé par une autre VCF, que c'était le World Cinema Foundation de Martin Scorsese, qui maintenant n'existe plus. Mais Martin Scorsese, avec sa fondation, a développé, a essayé de financer la restauration de plusieurs films de l'histoire de la différence culturelle dans le cinéma, en collaborant avec plusieurs institutions internationales. Dans le cadre de la préservation, c'est évidemment une institution comme la Cinémathèque de Bologne qui fait un travail impressionnant aussi au niveau technique. Ça, c'est la raison parce que peut-être en travaillant ensemble avec des autres institutions internationales aussi liées à la réalité des festivals, j'adorerais si on pouvait trouver la possibilité de développer un programme qui peut financer la restauration, la préservation, la numérisation, on peut dire ça, du cinéma dans ces pays, dans ces régions. Merci beaucoup. Pierre-Emmanuel, on est très pris par le temps. Peut-être quelques rebonds conclusifs sur ce qui a été dit avant peut-être qu'on prenne le temps de 5 minutes maximum, hélas, d'échange avec la salle. Juste 2 rebonds. Un rebond sur la langue, un rebond sur la diversité. Je le rappelle, le fondement du CNC, c'est la souveraineté culturelle à un moment où on a estimé en France qu'il y avait un risque d'inondation par le film hollywoodien alors que nous étions affaiblis économiquement et culturellement. Donc la langue, elle est clé dans notre système et on ne peut pas comprendre l'attachement des Français, des pouvoirs publics au CNC, ce qui est le plus grand centre en termes d'aide publique au monde pour le soutien au cinéma, sans cet attachement profond à la langue. Donc l'avance sur recette, oui, c'est une aide francophone, comme une partie de notre aide, de manière générale. Cela dit, au fur et à mesure des années, nous sommes ouverts. Et un film comme Timbuktu a eu l'avance sur recette. Or, le français n'est pas la langue majoritaire dans le film, c'est une langue majoritaire relative. Et l'ensemble de nos aides, le soutien automatique à la production est ouvert à toutes les langues, le crédit d'impôt audiovisuel est ouvert à toutes les langues. Donc une très grande partie de nos aides, je dirais sur 700 millions d'euros, on doit avoir environ 550-600 millions d'euros où il n'y a pas de conditions linguistiques. Juste un rebond sur la diversité. Ce combat, il est d'abord à mener en interne. En France, on l'a mené en protégeant les producteurs indépendants des chaînes de télévision. C'est essentiel pour avoir une multiplicité des points de vue. Et on l'a également protégé en essayant de développer une audience curieuse pour les cinémas du monde de manière générale, notamment avec l'éducation à l'image. Et puis on a une aide qui s'appelle l'image de la diversité, qui justement cherche à promouvoir dans les films une notion de diversité. Et c'est extrêmement polémique. La Commission ne cesse de renouveler sa jurisprudence pour savoir qu'est-ce que ça veut dire la diversité. Est-ce que c'est montrer les banlieues en France ou est-ce que c'est montrer le djihad aux portes de Timbuktu? C'est très différent. Donc, comme quoi la diversité, c'est protéiforme et c'est très difficile, même pour une commission chargée d'y réfléchir et de donner des aides, d'avoir une définition. Et donc, ce combat pour la diversité, c'est en interne, c'est en externe, c'est-à-dire au niveau international. C'est pour ça qu'on a l'aide au cinéma du monde, par exemple, mais c'est pour ça qu'on a des programmes d'éducation à l'image, notamment avec l'Institut français, à l'extérieur. Et puis, c'est une aide, et il ne faut pas l'oublier, parce que là, on est à l'UNESCO, pour le transmédia. Et c'est une chance, je pense, pour les pays du Sud également, le transmédia. Parce que, comme Farid l'a très bien mentionné, l'iPhone, le mobile, aujourd'hui, ça se développe de partout dans le monde. Et on voit des produits culturels qui s'approchent de l'œuvre cinématographique, audiovisuelle, mais qui vont un peu au-delà du transmédia, qui se développent très fortement et de manière très créative dans les pays en voie de développement. Et ça aussi, on doit l'aider. Merci beaucoup. Merci à tous. Quelques remarques de la salle ou interventions? Merci. Non, je voulais juste d'abord remercier Farid d'avoir parlé de la Cinémathèque Afrique de l'Institut français. Donc, pour préciser qu'effectivement, on conserve le patrimoine cinématographique africain, plus de 1500 titres, mais surtout, on le diffuse, puisqu'on a réussi à numériser, grâce à différents soutiens, différents apports, à peu près 500 titres aujourd'hui, et qu'on diffuse à peu près, on organise à peu près 6000 projections par an dans le monde entier, beaucoup en Afrique, mais pas seulement, en Amérique du Nord, en Europe, un petit peu partout. Donc, il y a un vrai intérêt des cinéphiles du monde entier pour ce cinéma.
Je voulais aussi rebondir sur ce que disait Jairo tout à l'heure, sur l'importance des jeunes réalisateurs, puisqu'à l'Institut, nous sommes partenaires du CNC sur le premier collège de l'aide au cinéma du monde, et l'importance de l'accompagnement de ces jeunes réalisateurs, notamment dans les pays où le cinéma est peu développé. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de programmes qui existent, hein. Les festivals sont absolument essentiels. C'est pourquoi à Cannes, nous avons monté un programme spécifique pour les jeunes réalisateurs des pays dits du Sud, qui s'appelle la Fabrique des cinémas du monde et qui permet à ces réalisateurs de consolider leurs projets, bien sûr artistiquement, mais surtout d'un point de vue de production et de trouver des coproducteurs français, ce qui n'est pas toujours facile au premier abord pour un tout jeune réalisateur, et des coproducteurs internationaux aussi, en espérant qu'après ils se retrouvent à l'aide au cinéma du monde et au World Cinema Fund. On a souvent eu des titres ensemble. Voilà, je voulais rebondir sur ces 2 points et je n'en dis pas plus parce que je sais que le temps est compté. Merci. Ça marche? Là, oui. Non, en fait, c'était parce que je trouvais un peu réducteur le commentaire tout à l'heure sur le fait que les films qui sont aidés par des commissions ou dans des festivals étaient un peu affrancisés ou européanisés. En fait, et qu'il faudrait que chaque pays s'expresse avec sa propre langue et son propre cinéma. En fait, il y a des pays comme le mien où il n'y a pas une propre langue et un propre cinéma. Et toutes les images qu'il y en a d'un cinéma cinéphile viennent aussi des images de la Pologne, de l'Italie et d'un cinéma beaucoup plus ancien. Et donc, moi, je pense qu'il y a un grand nombre de pays et de régions qui ont hérité occidentalement la façon de raconter des histoires. On est tous aristotéliens. Et donc, le fait de raconter des films qui sont un peu esthétique, pour utiliser un mot qui est aussi réductif, fait aussi une diversité dans des pays où l'autre partie n'est que la partie américaine, ou les telenovelas. Donc je ne pense pas que les films qui sont aidés ni par les festivals, ni par les fonds, soient des films qui ont été formatés par les collèges qui les ont choisis. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de la salle? Madame? Oui, ça marche. Je représente la Lituanie auprès de l'UNESCO. Je ne suis pas de ce monde du cinéma. Je voulais vous remercier parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris. J'ai une question. Je crois que c'était le dernier intervenant qui représentait la Fédération des archives. On a eu une demande d'un théâtre, en fait, qui a été créé par un comédien, acteur lituanien d'avant-guerre, qui a joué dans les films français avant la guerre. Et il voudrait faire un petit festival de cinéma dans lequel introduire les films d'avant-guerre. Alors je voulais savoir quelles sont les possibilités d'avoir ces films, s'il y a déjà une possibilité, et quelle est la procédure. Vous parlez de films français, là? Oui, ce sont des films français. Je vais vous laisser ma carte. Merci. Je pourrais vous répondre. Voilà. Il n'y a pas de problème. Parce que ce sont des films que nous avons probablement dans nos collections ici en France, puisque ce sont des films français. Si nous ne les avons pas, on pourra peut-être vous donner des localisations en dehors de la France. D'autres interventions? Madame? Oui, bonjour, je présente pour la presse chinoise. En fait, je vous remercie pour votre discours, c'est tellement encourageant quand on sait qu'il y a beaucoup de monde se bat encore pour la diversité culturelle. Et pourtant, quand on sort de cette table ronde, si on retourne à la réalité, on regarde une autre réalité. C'est-à-dire que, par exemple, pour le cinéma français, l'année dernière, on se félicite pour la recette. Mais quand on regarde de près, ce qui gagne sur le box-office, c'est souvent une grande partie, toujours le film américain, et puis d'autres parties, c'est le film français. Le film des autres pays, ça se diminue la part.
Donc je crois que c'est peut-être une tendance dans un marché de plus en plus mercantile qui laisse encore moins de place pour les autres pays et les autres films, souvent films d'auteur, et présente la diversité culturelle, la vraie diversité culturelle. Alors comment vous envisagez cette tendance peut-être inévitable? Merci. Pierre-Emmanuel, peut-être. Votre question, elle porte que sur la France ou sur l'international, c'est-à-dire le marché mondial du cinéma? En France, d'accord. Parce que la France a quand même une caractéristique, c'est qu'en Europe, c'est le premier marché du film domestique français, le premier marché du film américain, et c'est le premier marché du film étranger non américain. Il y a une solution pour ça, c'est que c'est un très gros marché. Il n'y a pas public en Europe plus cinéphile que le public français, qui y va en moyenne 3 fois par an, et pour ceux qui y vont, si on met de côté les personnes âgées ou les enfants qui ne peuvent pas y aller tout seuls, ils y vont plus de 6 fois. En Allemagne, c'est même pas 1 fois par an. Donc la force du cinéma français, c'est d'abord son public qui est gourmand, boulimique et en plus qui aime bien le cinéma étranger. Ce que vous dites en revanche est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une tendance qu'on ne retrouve pas qu'en France, qui est que le marché ou le public, disons, pour le cinéma d'auteur a du mal à se renouveler. Il y a eu une tendance plus cinéphile dans le passé qu'aujourd'hui, en raison de la très très grande diversité des films, le public parfois se concentre sur les plus gros films. Cela dit, je remarque quand même 2 choses, c'est que, on a quand même encore des films d'auteur qui sont extrêmement performants. Je pense quand même Timbuktu, 1,2 million, Mommy, 1,2 million, Grand Budapest Hotel fait quasiment 1,5 million d'entrées en France. Je ne parle même pas de Ida pour le film polonais. Les films allemands d'auteur font 2 à 4 fois plus d'entrées en France que chez eux. Donc vous voyez qu'on est, pour toutes les cinématographies, vraiment le marché prescripteur. Et je rajouterais juste une deuxième chose, c'est qu'on coproduit énormément. Et quand vous avez un producteur français, vous êtes assuré d'avoir un distributeur français et quasiment assuré d'être diffusé en France. Et ça, c'est important. Vous êtes chinoise. L'accord de coproduction avec la Chine a déjà permis une dizaine de coproductions officielles, sans parler de tous les auteurs chinois, plus ou moins officiels, qui sont en fait produits par la France. Donc vous voyez qu'en fait, vous avez raison, il faut toujours faire vivre la cinéphilie, mais il y a quand même aujourd'hui en France de quoi se satisfaire et être très heureux de ce que l'on est capable de faire avec le public français. Excusez-moi, vous n'avez pas parlé du parc de nos salles. Est-ce que, outre ce que vous venez de dire, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on a cette implantation nationale dans toutes les villes de ce grand parc de salles, enfin de la multiplicité des écrans, pour répondre à madame? Oui, on a à peu près 2500 salles, 6000 écrans, ce qui est énorme, et on le fait vivre, parce qu'il y a beaucoup d'aides. Par rapport aux autres pays européens. Et donc, ça veut dire aussi que le cinéma est un lieu de proximité. Et ça, c'est sans doute essentiel pour faire vivre le cinéma en salle. Après, on pourrait aussi avoir un relais de diffusion sur l'Internet. On voit d'ailleurs qu'il y a des tendances qui se développent pour donner de la visibilité sur l'Internet. Et ça aussi, c'est important. Il y a des initiatives qui se prennent en France ou ailleurs. Mais vous avez absolument raison, le cinéma est un lieu de proximité. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles le public français reste aussi nombreux. On va devoir en rester là parce qu'il nous faut rendre la salle et la cérémonie des prix Langlois commence à 20h. Merci à tous. Merci pour votre participation. À bientôt.